Bonjour à tous, édition spéciale pour suivre aujourd'hui la nouvelle lecture au Sénat du budget de la sécurité sociale. Sans plus attendre, on se dirige vers l'hémicycle pour suivre cette séance. L'ordre du jour appelle la discussion de la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Il est d'usage en nouvelle lecture de ne pas refaire une présentation des grandes mesures d'un texte qui a déjà été débattu en première lecture. Aujourd'hui, l'exercice revêt donc un caractère particulier. Je l'ai déjà dit ici, je regrette que les circonstances de la première lecture ne nous aient pas permis d'aller au bout de l'examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. En effet, j'aurais naturellement préféré que la situation soit différente, mais nous n'étions pas prêts à ce moment-là. J'espère à présent que nous aurons le débat que ce texte mérite. De nouvelles annonces ont été présentées la semaine dernière pour investir dans l'hôpital et soutenir la transformation initiée par Ma Santé 2022, une transformation que je sais soutenue sur ces bancs par beaucoup d'entre vous. Il s'agit de redonner de la souplesse et des marges de manœuvre pour améliorer le quotidien des hospitaliers et accélérer la transformation. Nous avons eu, vous avez eu, l'occasion de dire les difficultés que traverse l'hôpital, notamment public, et la mobilisation du 14 novembre dernier a montré l'épuisement, voire la colère des personnels soignants comme non soignants. Ces mesures s'articulent autour de 3 axes principaux. Le premier est de restaurer l'attractivité des métiers et de fidéliser les soignants. Il s'agit donc de mieux reconnaître les personnels en accompagnant les débuts de carrière pour restaurer la capacité à recruter pour les hôpitaux. Ensuite, il nous faut concentrer l'effort sur la revalorisation des métiers en tension, qu'il s'agisse de tensions territoriales, comme à Paris et dans la Petite Couronne, où une prime de 800 € sera attribuée aux hospitaliers, ou bien de tensions sectorielles, notamment pour le métier d'aide-soignant. Ceux qui exercent dans les services qui prennent en charge les personnes âgées bénéficieront de la prime assistant de soins en gérontologie. Par ailleurs, les aides-soignants pourront accéder désormais, dans le cadre d'un grade de fin de carrière, à la catégorie B. Il nous faut également récompenser l'investissement et l'engagement collectif, avec la création d'une prime d'intéressement à la main des responsables, de manière à pouvoir récompenser des équipes qui s'engagent sur le terrain autour de projets relatifs à la qualité du service ou à la transformation. L'ensemble de ces mesures sera financé par un effort supplémentaire de 300 millions d'euros sur l'ONDAM 2020 et donc 1,5 milliard d'euros d'ici la fin du quinquennat. Le deuxième axe consiste à rétablir le dialogue et la souplesse de la gestion dans le quotidien de l'hôpital. L'hôpital public a connu des évolutions majeures dans son organisation qui ont parfois donné aux équipes le sentiment d'une mise à l'écart de la prise de décision et d'une perte de sens. La transformation Ma Santé 2022 vise à renforcer le dialogue et le sens du collectif au sein des hôpitaux. Pour cela, le personnel soignant sera mieux intégré à la gouvernance des hôpitaux et le management de proximité sera renforcé et valorisé. Des mesures de simplification du fonctionnement quotidien seront aussi prévues, notamment en termes de formalités de recrutement ou bien de protocoles de coopération décentralisés entre les professionnels au sein d'un établissement. Enfin, des mesures seront prises pour lutter contre l'intérim médical, dont vous savez, il s'est déployé depuis plusieurs années dans des conditions devenues insupportables pour les équipes qui ont la charge d'assurer la continuité du fonctionnement des hôpitaux. Notre troisième axe consiste à réinvestir l'hôpital public en lui donnant des moyens nouveaux et de la visibilité dans le temps. Les tarifs hospitaliers seront en hausse, à minima à hauteur de 0,2 % jusqu'à la fin du quinquennat, après la première campagne positive exceptionnelle de 2019, interrompant ainsi 10 années de baisses successives. L'investissement du quotidien sera une priorité. Il s'agit de permettre aux hôpitaux d'acheter du matériel indispensable pour le travail des soignants dans leur quotidien. En 2020, 150 millions d'euros seront donc fléchés vers l'investissement courant, au lieu de s'engager dans de nouveaux grands projets immobiliers, pour répondre aux besoins actuels le plus fort.
Cet effort de 150 millions d'euros sera reconduit en 2021 et en 2022. À partir de 2020, 10 milliards d'euros de dettes seront repris aux hôpitaux en 3 ans afin d'alléger les charges des établissements. Cette décision de rupture permettra aux hôpitaux de réduire leurs déficits et de retrouver rapidement les moyens d'investir et de se moderniser. Ce PLFSS porte, au-delà de l'ONDAM, un ensemble de mesures dont chacun peut être fier. Je pense en particulier au congé de proche aidant, à la lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments, à la création du fonds d'indemnisation des victimes des produits phytosanitaires, des mesures qui ont été travaillées initialement au Sénat, et c'est heureux que cet hémicycle puisse en débattre aujourd'hui. Une protection sociale du XXIe siècle doit créer de nouveaux droits pour faire face à de nouveaux risques. Ce PLFSS s'inscrit dans cette ambition. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. C'est à vous. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs de branche, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Nous nous retrouvons donc pour étudier en nouvelle lecture le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans un contexte qui est singulier, Madame Agnès Buzyn l'a rappelé à l'instant. Je ne reviendrai pas non plus sur les différents événements qui ont eu lieu en première lecture, simplement peut-être pour formuler le vœu que nous puissions engager des débats apaisés et constructifs pour enrichir ce projet de loi de financement. Avant d'entrer dans le débat, il faut souligner que, comme vous le souhaitiez, ce texte prend en compte les mesures exceptionnelles prises en faveur de l'hôpital la semaine dernière. Ainsi, le relèvement de l'ONDAM pour 2020 de 0,15 points permet de le porter de 2,3 à 2,45 %. Et comme cela a été dit à l'instant, cela représente 300 millions d'euros supplémentaires qui vont permettre de porter l'ONDAM hospitalier de 2,1 à 2,4 %. Concernant les équilibres généraux et les articles dits de recettes, je ne reviendrai pas dans le détail sur toutes les mesures puisque nous avons eu l'occasion de les évoquer à l'occasion de la première lecture, du début de cette première lecture, ici même. Je venais néanmoins revenir sur quelques points qui sont, je crois, les points saillants du débat entre votre Assemblée et le gouvernement. D'abord, revenir sur l'article 3, concernant les dispositions de non-compensation des mesures d'urgence économique et sociale. Nous savons l'opposition renouvelée du Sénat, mais je préfère le dire d'emblée, peut-être pour gagner du temps lors des explications de vote, le gouvernement reste sur la position qui est la sienne et donc nous aurons un avis défavorable sur les amendements adoptés par la Commission des affaires sociales proposant la suppression de l'article 3. Nous avons longuement débattu de ce point en séance lors de la première lecture et je ne crois pas utile, à ce stade en tout cas, de redéployer ou de redévelopper l'intégralité des arguments qui sous-tendent la position du gouvernement, à l'exception peut-être d'un chiffre, le fait que sur les 17 milliards d'euros de mesures prises à la suite du grand débat, 14 milliards d'euros ont été financés par l'État. Les échanges que nous avons eus cet automne soulignent cependant la nécessité d'avoir prochainement un débat sur l'avenir des relations entre l'État et la sécurité sociale, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Je souhaite aussi insister sur l'article 7, sur l'obligation pour une entreprise d'avoir conclu un accord d'intéressement pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la prime exceptionnelle. Cette mesure, qui s'inscrit en cohérence avec la politique du gouvernement depuis la loi Pacte, de promouvoir l'intéressement et la participation dans les entreprises, permet de renforcer le pouvoir des salariés de manière pérenne durant toute la durée de l'accord d'intéressement et pas seulement la seule année du versement de la prime exceptionnelle. J'ai aussi en tête un certain nombre de mesures d'assouplissement qui avaient été proposées et certaines d'entre elles, je pense notamment à celles qui concernent les ESAT, ont été reprises par l'Assemblée nationale lors de sa nouvelle lecture. Nous aurons l'occasion d'y revenir, je crois. Le gouvernement sera ensuite vigilant sur la question des niches sociales. C'est ce qui nous amène, mais je l'avais dit en première lecture, à être défavorable aux amendements qui proposent la création ou l'extension de niches sociales existantes, considérant qu'il y a peut-être plus lieu de mener un travail d'évaluation, d'ajustement, plutôt que d'extension de ce type de dépenses sociales. J'en viens maintenant aux équilibres financiers de ce texte, que les mesures sur l'hôpital ne remettent pas fondamentalement en cause, puisque nous assumons ces dépenses nouvelles qui atteindront 3 milliards d'euros sur 3 ans. Elles doivent permettre d'offrir aux soignants des conditions de travail satisfaisantes en dégageant des moyens supplémentaires dans la durée et pour permettre aux établissements d'investir et de se transformer. Ces dépenses supplémentaires seront intégrées à la trajectoire des finances publiques présentée dans la loi de programmation des finances publiques au premier semestre 2020
ce qui précisera les orientations du Gouvernement en matière de recettes et de dépenses publiques pour les prochaines années. Un mot peut-être pour terminer sur la reprise de dette des hôpitaux, dont vous aurez à connaître prochainement dans une loi qui interviendra dès début 2020. L'allègement de la dette de 10 milliards d'euros en 3 ans est d'abord un fait historique et une mesure exceptionnelle qui va permettre de dégager des marges de manœuvre pour les hôpitaux afin qu'ils puissent réduire leur déficit et investir. Au bout de 3 ans, la reprise de dette de 10 milliards d'euros va alléger la charge des hôpitaux de 800 millions à 1 milliard d'euros par an en fonction de la dette reprise et des taux d'intérêt afférents. C'est là une bouffée d'oxygène qui sera bienvenue. Je précise que cette reprise de dette ne se traduira pas par une augmentation parallèle de la dette publique, dans la mesure où la dette des hôpitaux est déjà comptée dans la dette publique au regard des instances et de nos partenaires européens. Nous serons vigilants aux côtés des établissements pour que les marges de manœuvre supplémentaires dégagées ne contribuent évidemment pas à recréer de la dette, mais au contraire à accélérer la transformation de l'hôpital public que le plan Ma Santé 2022 avait initié et qui doit donc être mise en œuvre et jusqu'au bout. Je le disais, nous assumons ces choix budgétaires. Notre rythme d'ajustement budgétaire est certes différent que celui envisagé en 2017, mais il tient compte à la fois du ralentissement économique mondial, des difficultés sociales que traverse notre pays et de priorités que nous devons financer, dont nous assumons le financement. Ce texte est un texte qui s'inscrit en continuité avec la politique que nous menons depuis plus de 2 ans, à la fois pour baisser les impôts et soutenir le pouvoir d'achat des Français. Il est en cohérence avec nos objectifs, il permet d'aller plus loin, il permet d'apporter des réponses, notamment à la question et à la crise que traverse l'hôpital public. Il permet d'apporter des réponses à une crise longue qui mérite des mesures exceptionnelles, et c'est ce que ce texte porte avec les textes qui le suivront, la loi de programmation ou le texte spécifique à la reprise de la dette. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues, l'examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale par le Sénat a été un peu plus mouvementé qu'à l'accoutumée, avouons-le. Notre Assemblée a ainsi considéré, lors de la première lecture, ne pas être en mesure de se prononcer définitivement et suffisamment, parce qu'il n'était pas suffisamment éclairé. Je rappelle que le gouvernement devait annoncer la semaine qui suivait un certain nombre de mesures concernant l'hôpital qui, évidemment, impactaient les comptes de la sécurité sociale. Et nous n'en avions pas, effectivement, les éléments chiffrés. De même, la commission mixte paritaire, convoquée la veille de l'annonce du plan gouvernemental, a rapidement constaté son désaccord politique et le caractère un peu vain de l'exercice dans ce contexte particulier. De ce fait, l'Assemblée nationale a été saisie en nouvelle lecture de son propre texte de la première lecture, et elle a adopté la même version qu'en première lecture pour 47 articles, soit la moitié d'entre eux, puisqu'il y en a 94. Elle a modifié 47 autres articles, parfois d'ailleurs en reprenant une vingtaine d'amendements du Sénat. Le plus souvent des amendements rédactionnels ou de précision, mais parfois des mesures un peu plus substantielles, et je pense par exemple aux amendements suivants. À l'article 7 relatif à la prime exceptionnelle, l'amendement de la Commission qui assurait que les associations et fondations reconnues d'utilité publique étaient exemptées de conclure un accord d'intéressement, ainsi que l'amendement de Mme Guillotin qui en a exempté les ESAT. À l'article 10, l'amendement de Mme Lassarade et les amendements de M. Savary enlevant certaines cotisations des caisses de retraite de profession médicale de recouvrement unifié. À l'article 28, l'amendement de la Commission précisant explicitement que l'obligation faite aux distributeurs de mentionner aux patients concernés que le dispositif médical remis en bon état d'usage est bien le même que celui prescrit. Et à l'article 34, l'amendement de la Commission étendant à tous les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur l'obligation d'information des autorités de la suspension ou de l'arrêt de la commercialisation par les établissements pharmaceutiques. Ou encore, et j'en resterai là pour le détail, où nous reviendrons évidemment dans la lecture des différents amendements, ou encore l'amendement de notre commission à l'article 49 prévoyant que le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne puisse constituer
un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait. Voilà pour Madame Doineau. En outre, l'Assemblée nationale a intégré à l'article 59 et dans divers articles récapitulatifs la hausse de l'ONDAM de 300 millions d'euros correspondant à la première année du plan hôpital annoncé par le gouvernement. Aucune mesure de hausse de recettes ou de baisse de dépenses n'ayant accompagné ce plan, ces 300 millions augmentent donc le déficit de la sécurité sociale pour 2020. Celui-ci serait désormais de 5,4 milliards pour le périmètre habituel du régime général et du FSV, et même 5,9 milliards si on y ajoute effectivement les régimes obligatoires de sécurité sociale. Surtout, il est inquiétant de constater que le rapport annexé au PLFSS prévoit désormais des comptes en déficit jusqu'en 2023. Au moins 2023, au moins bien sûr. Encore 1,8 milliard d'euros à cette date de déficit pour les régimes obligatoires de Sécu et le FSV, malgré une prévision de recettes qui nous apparaît aux yeux de la Commission assez optimiste. Alors une telle situation ne fait que renforcer plusieurs des analyses exprimées par le Sénat. Je pense en particulier à la nécessité de renoncer au principe de non-compensation. En effet, on ne saurait demander à la sécurité sociale de financer toujours plus de dépenses de nature assurantielle, tout en les privant des ressources au nom de politiques gouvernementales d'augmentation du pouvoir d'achat. Cela n'aboutira qu'à créer toujours plus de déficits et à repousser toujours plus loin les perspectives d'en finir avec la dette sociale. Il me semble, mes chers collègues, que c'est le rôle du Sénat que d'affirmer haut et fort, clairement, et de l'inscrire dans un texte que nous voterons, je l'espère, prochainement. D'ailleurs, mes chers collègues, permettez-moi de vous citer un courrier que les deux rapporteurs généraux des commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat ont récemment reçu du Premier ministre en réponse à leur interpellation sur le sujet justement des non-compensations. M. Édouard Philippe nous donne l'assurance qu'aucun autre transfert ou non-compensation ne sont envisagés par le gouvernement pour 2021 ou 2022, je le cite. Nous en prenons acte, bien entendu, et nous ne l'oublions pas. Par ailleurs, le Premier ministre ajoute qu'il dit entendre notre souhait de discuter des principes et de la doctrine des relations financières entre l'État et la sécurité sociale, ce que permettra le prochain projet de loi de programmation des finances publiques. Donc, Madame et Monsieur les ministres, nous aurons donc l'occasion de poursuivre ce débat dès le printemps prochain. Cette nouvelle lecture devrait nous permettre d'aborder des articles que nous n'avons pas examinés en séance publique en première lecture. La Commission affirmera ainsi sa volonté de réindexer dès 2020 l'ensemble des prestations et allocations de sécurité sociale sur l'inflation, qu'il s'agisse notamment des allocations familiales, bien sûr, de l'allocation pour adultes handicapés et des pensions de retraite. À cet égard, la contrainte de l'entonnoir ne permettra au Sénat que de livrer une vision tronquée de ces propositions, puisque d'importantes mesures d'économie, comme le recul de l'âge de départ de la retraite, ne pourront être présentées dans le cadre de cette nouvelle lecture, bien entendu. Enfin, le Sénat pourra se prononcer en toute connaissance de cause, c'était le point de départ de mon propos, sur l'article 59 qui fixe le niveau de l'ONDAM pour 2020. En tant que rapporteur général, je serai bien entendu le fidèle interprète des votes de la Commission qui a estimé insuffisante la hausse de 300 millions par rapport à la première lecture. Toutefois, en introduction de nos débats, il me semble important de rappeler ce qu'est l'ONDAM. L'ONDAM n'est pas un taux de 2,3 ou de 2,45, c'est un montant de dépenses publiques, soit pour cette année, pour l'année plutôt 2020, 205,6 milliards d'euros, en hausse de 5,2 milliards par rapport à 2019. 5 milliards de hausse, je pense qu'aucun autre budget public n'affiche une telle augmentation très nettement supérieure à la croissance de la richesse nationale année après année. Cela représente d'ailleurs près de 2 milliards, 1,8 précisément, en plus pour les hôpitaux. Gardons ces chiffres en tête quand certains d'entre nous parlent de miettes ou d'austérité, car c'est une chose, et une chose
Oui, vous vous êtes reconnu, n'est-ce pas, Laurence? Car c'est une chose légitime de dire que ponctuellement, le geste en faveur des hôpitaux aurait pu être un peu plus fort. C'en serait une autre de nier la nécessité même de contrôler la hausse tendancielle de ces dépenses de santé de plus de 4% par an et que nous serions très vite incapables de financer. Voilà, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'état d'esprit de la Commission au moment où s'ouvrent ces débats. Je devine que nous serons en désaccord sur plusieurs points, c'est la règle, qu'au bout du compte, l'Assemblée nationale ne suivra pas le Sénat, tout au moins pas toujours dans sa lecture définitive, mais il me semble important que nous puissions avoir ces échanges et que le Sénat soit en mesure de livrer sa propre vision le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le rapporteur général. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Madame Laurence Cohen et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste ont déposé une motion distribuée sous le numéro 237 tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au texte en discussion. La parole est à Madame Laurence Cohen pour la motion et pour une durée de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, lors de l'examen en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, notre groupe avait déjà déposé une motion tendant à l'irrecevabilité constitutionnelle au motif que les exonérations massives de cotisations sociales et leur non-compensation intégrale par l'État remettent en question l'autonomie financière de la sécurité sociale. Nous récidivons pour cette seconde lecture, car non seulement le non-respect de la loi Veil du 25 juillet 1994 est toujours de mise, mais en plus, vous remettez en cause l'organisation des travaux parlementaires tels que le stipule l'article 47-1 de la Constitution. Deux motifs graves qui justifient cette motion d'irrecevabilité constitutionnelle. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, je le dis avec solennité, que cherche le gouvernement en refusant de voir la réalité de terrain? Les mesures que vous avez annoncées avec le Premier ministre ne font pas le compte. Et même si ce plan Investir dans l'hôpital public est une première victoire des personnels en lutte, leur colère ne retombe pas, fort justement, car les mesures demeurent largement insuffisantes par rapport aux besoins en matière de santé. D'ailleurs, aujourd'hui même est une journée d'initiative locale dans et autour des établissements, avant la mobilisation du 17 décembre et celle du 5 décembre qui promet d'être de grande ampleur, avec une participation forte du monde de la santé. Parallèlement à l'annonce des mesures en deçà des besoins réels de l'hôpital, espérant sans doute affaiblir le mouvement social, vous affaiblissez dangereusement le Parlement. Nous avons assisté en direct, ici, au Sénat, en première lecture du PLFSS, à vos atermoiements et au peu de cas que vous faites de notre haute assemblée. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est une réalité que chacune et chacun peut vérifier en suivant la retransmission de nos travaux. La publication l'avant-veille de l'examen du budget de la sécurité sociale d'un article dans le journal du dimanche faisant état de la préparation d'un plan ambitieux pour l'hôpital a profondément entaché l'examen en première lecture du budget de la sécurité sociale. Mais vous nous avez affirmé, aux côtés du ministre Dussopt, que ces fuites dans la presse ne venaient pas de vous et que vous respectiez trop les parlementaires que nous sommes pour ne pas nous informer de modifications qui pourraient remettre en cause le budget que nous examinions. Mais c'était 2 jours avant la formidable mobilisation du 14 novembre des professionnels de santé, toutes catégories confondues, après une grève de plus de 8 mois. Alors que le Sénat poursuivait la discussion du budget de la sécurité sociale, le président de la République annonçait bien un plan conséquent pour l'hôpital public. Et tant pis pour la représentation nationale qui discutait d'un texte obsolète et de fait d'un budget insincère. Nous avons alors décidé, mes chers collègues, à l'unanimité, d'interrompre nos débats et de repousser l'examen du PLFSS 2020 à la nouvelle lecture, car il s'agissait d'une véritable mascarade démocratique. Comment croire que vous n'avez rien anticipé ? Comment croire les propos que vous avez tenus devant la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, affirmant que vous n'étiez pas prêt en première lecture ? Pas prêt après plus de 8 mois de mobilisation des hôpitaux ? Soyons sérieux. La réalité, c'est que vous avez attendu de voir le niveau de la mobilisation des personnels hospitaliers du 14 novembre pour décider de la taille de l'enveloppe de votre plan pour l'hôpital.
Ce plan Investir dans l'hôpital public est donc le 4e plan d'urgence en 14 mois pour l'hôpital. Il vient après le plan Ma Santé 2022, présenté en septembre 2018 et voté par le Parlement, après les mesures pour les urgences annoncées en juillet 2019 et après le plan d'urgence de septembre dernier. Finalement, je me demande si quand on s'adresse à vous, Madame la Ministre, on s'adresse à la ministre de la Santé ou à la ministre de la Planification. Plus sérieusement, votre plan prévoit d'augmenter l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie Ondam Hôpital de 2,1% à 2,4%, soit 300 millions d'euros en plus. Monsieur le rapporteur, voyez un peu, nous sommes dans un marché de dupes. Faut-il rappeler ici, mes chers collègues, qu'initialement, vous aviez prévu de priver les hôpitaux publics d'1 milliard d'euros pour 2020. Donc, si je calcule bien, avec vos largesses, vous le privez tout de même de 700 millions d'euros. C'est très en dessous des revendications syndicales, des revendications des collectifs interurgences et interhôpitaux qui demandent un Ondam au niveau de l'évolution naturelle des dépenses à 4,5, soit 5 milliards d'euros en plus. Malgré le niveau de colère et de mobilisation justifié des personnels, vous refusez de débloquer les moyens indispensables pour répondre aux besoins de santé. Et il s'agit bien d'un marché de dupes, car le relèvement de l'Ondam pour 2020, obtenu de haute lutte, est au-dessous du niveau de l'Ondam de l'an dernier, qui était de 2,5. En réalité, vous annoncez des moyens supplémentaires, mais vous maintenez la compression des dépenses de santé de l'hôpital public. Dans une tribune publiée mercredi 13 novembre dans la presse, près de 2000 professionnels de santé en pédiatrie se sont élevés contre le manque de moyens dans les hôpitaux, et notamment dans les services où sont soignés les enfants. Que répondez-vous au professeur Rémi Salomon, chef de service pédiatrie de l'hôpital Necker, quand il dénonce, je le cite, « Alors que l'épidémie de bronchiolite débute, on est obligé de transférer des enfants en dehors des hôpitaux parisiens. » Tout le monde a bien conscience que c'est une prise de risque pour ces petits patients. À l'écoute de ces témoignages et à la lecture de cette tribune, votre plan d'urgence devrait comporter des ouvertures immédiates de lits quand on sait que 100 000 lits ont été fermés en 20 ans. Eh bien, pas du tout. Vous persistez et vous signez dans vos choix mortifères pour l'hôpital. La réalité est que vous ne répondez à aucune des revendications fondamentales des personnels qui sont attachés à l'hôpital et veulent des moyens réels pour améliorer la qualité des soins de leurs patients. À l'exigence d'une augmentation de 300 € par mois des salaires, vous répondez par une prime catégorielle pour l'Île-de-France, 800 € pour 40 000 infirmières et aides-soignantes. Prime qui ne prend pas en compte le vécu de ces professionnels sur l'ensemble du territoire et pas seulement en Île-de-France. 800 €, ce sont 66 € par mois, ce qui est inférieur au coût du pass Navigo. Et puis une prime ne rentre pas dans le calcul de la retraite, contrairement au salaire. C'est une manœuvre grossière pour essayer d'affaiblir la mobilisation en cherchant à opposer les personnels entre eux, mais aucun d'entre eux n'est tombé dans ce piège. Alors qu'il manque partout des médicaux, des paramédicaux, des personnels dans les EHPAD, des agents administratifs, techniques, rien sur l'embauche de personnel, pas plus que sur les conditions de travail des internes qui seront d'ailleurs en grève le 10 décembre. Une grève illimitée. Vous poursuivez sans ciller les fermetures de services et d'hôpitaux sous le vocable de regroupement, malgré l'aggravation des déserts médicaux. La France dépenserait trop pour la santé, contrairement à ses voisins, dites-vous. Eh bien, des économistes de la santé contredisent cette affirmation. Ils nous rappellent que les conséquences des budgets contraints imposés ces dernières années à l'hôpital font qu'aujourd'hui, la part des dépenses de santé rapportées au PIB est de 3,6 %, donc inférieure à la moyenne européenne qui est de 4,1 %. Votre leitmotiv est de dire qu'il n'y a pas d'argent magique et que par conséquent, vous devez respecter des contraintes budgétaires. Mais, Madame la Ministre, topez les exonérations de cotisations sociales et vous aurez de nouvelles recettes pour la modique somme de 66,4 milliards d'euros pour 2020. Et si vous cherchez des cotisants, nous avons la chance d'avoir en France la première fortune au monde, évaluée à 109,5 milliards d'euros en la personne de M. Bernard Arnault, patron de LVMH. Madame la Ministre, comment... Bon, ça va, je vous suivez, merci. Madame la Ministre, comment ne pas dénoncer que ces allègements et exonérations dépassent le montant des recettes de la branche famille? Comment ne pas dénoncer ici, une nouvelle fois, que la part des cotisations sociales dans le budget de la sécurité sociale ne représente plus que 50,7 % des recettes? J'ai dit au début de mon propos que votre plan, investir à l'hôpital public, était un marché de dupes. Mais c'est de surcroît le bal des hypocrites. Si vous renonciez seulement à un tiers des exonérations,
vous dégageriez 20 milliards d'euros pour l'hôpital, de quoi répondre à la crise aiguë qu'il connaît aujourd'hui. Enfin, la reprise de 10 milliards d'euros de la dette des hôpitaux, soit un tiers sur 3 ans, avec une nouvelle loi en 2020 pour en déterminer les conditions, devra être une première étape et nous resterons vigilants quant à cette reprise réelle. D'autant que les conditions de reprise sont bien floues. Qui gagnera dans ce jeu de loterie où cette reprise sera conditionnée à l'adoption de plans de suppression de postes? Quel hôpital aura vos faveurs alors que 6 hôpitaux sur 10 sont en déficit et qu'un tiers des établissements publics, soit 319 hôpitaux, 19 CHR et 300 centres hospitaliers, sont aujourd'hui en situation de surendettement? On ne peut tergiverser. Il est urgent d'assurer le financement d'investissements pour les établissements médico-sociaux et de santé, donc de revenir aux prêts à taux zéro. Pour conclure, mes chers collègues, le contenu du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 en nouvelle lecture et les conditions d'examen dans lesquelles nous nous retrouvons ce matin, avec une injonction implicite de légiférer très vite, contreviennent aux principes constitutionnels. Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à adopter notre motion tendant à l'irrecevabilité après le coup de semonce que nous avons adressé ensemble au gouvernement. Transformons l'essai. Je vous y invite. Merci. Merci. Donc, il n'y a pas d'orateur contre la motion? Non. Donc, je vais demander l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. La non-compensation, Mme Cohen, ne contrevient pas en soi, évidemment, à la Constitution. C'est la loi, c'est le Code de la sécurité sociale qui prévoit même les conditions dans lesquelles il est possible d'y déroger en réservant le monopole de ces dérogations à LFSS. Par ailleurs, il importe que le Sénat puisse se prononcer sur ce PLFSS et donner ainsi sa propre vision, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur les finances sociales. Donc, en conséquence, la Commission émet un avis défavorable. Merci. Madame la ministre, l'avis du gouvernement? Même avis du gouvernement. Donc, en explication de vote, je rappelle qu'il y a en explication de vote un orateur par groupe, donc maximum. Monsieur Donini. Oui, merci Monsieur le Président, Madame, Monsieur les ministres, mes chers collègues. Nous partageons pour le groupe socialiste et républicain beaucoup d'éléments de diagnostic qui ont été présentés par nos collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Nous partageons également beaucoup des objectifs qui peuvent être défendus pour une nouvelle politique de santé. Et nous avons d'ailleurs voté une motion analogue, identique, lors de la première lecture. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il faut débattre. Et ceci pour au moins 2 raisons. Le plan hôpital est maintenant connu, le nouvel ONDAM et la majoration de 200 plus 100 millions sont parfaitement identifiés et nous devons avoir l'occasion de dire alors soit tout le bien, soit tout le mal que nous pensons de ce plan. Et puis une deuxième raison, nous pensons également que le Sénat et le bicamérisme, et nous savons que nos collègues du groupe communiste y sont également très attachés, n'auraient pas à gagner en image aujourd'hui dans l'opinion publique à interrompre cette discussion. Donc nous ne voterons pas la motion qui vient d'être présentée. Merci. Monsieur Savary. Oui, très rapidement, Monsieur le Président, pour vous dire que notre groupe est également défavorable à cette motion. Certes, c'est un déficit organisé en ce qui concerne tant la branche vieillesse que la branche maladie. Et nous pensons que le plan qui a été proposé, compte tenu de ce qui a été expliqué, ne convient pas tel que nous l'avions envisagé. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables à cette question préalable et que nous souhaitons une discussion pour faire avancer un certain nombre d'arguments au cours de cette journée de débat. Merci. Monsieur Guillaume Arnel. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le groupe RDSE aussi, fidèle à sa tradition, prône le débat et s'oppose à cette motion préalable. La raison est simple, c'est que nous nous sommes exprimés lors de la première lecture. Nous n'étions pas toujours d'accord avec les prises de position, mais nous avons suivi parce que nous étions convaincus, effectivement, que ce n'était pas normal d'avoir un certain nombre d'informations
à l'issue du vote et qu'il aurait été préférable d'avoir l'ensemble de ces informations en amont de nos votes. Cette fois-ci, nous sommes en deuxième lecture et le Sénat est en droit de s'exprimer pleinement et de donner sa perception sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Et si le groupe RDSE ne votera pas non plus cette motion. Merci. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Donc, je vais consulter le Sénat par scrutin public sur, non pas une motion, mais l'exception d'irrecevabilité. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Donc, il va être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, je dirais, à ce scrutin. Le scrutin est ouvert. Donc tout le monde a voté, plus personne ne souhaite voter. Donc le scrutin est clos et j'invite les secrétaires qui sont déjà arrivés à constater les résultats du scrutin. Pas une motion. Oui. Voici le résultat du scrutin numéro 50 sur la motion numéro 237. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 340, nombre de suffrages exprimés 269, pour l'adoption 16, contre 253. Donc le Sénat n'a pas adopté. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Michèle Gréaume pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, permettez-moi d'excuser ma collègue Cathy Apoursopoli, qui, pour des raisons familiales, ne peut être parmi nous pour intervenir ce matin. Le 14 novembre dernier, les organisations syndicales et les collectifs des personnels de la santé étaient en grève. Devant l'ampleur de la mobilisation des blouses blanches, le Président de la République a senti la nécessité d'annoncer un plan fort pour l'hôpital. Le Premier ministre et vous, Madame la Ministre, n'avez pas fait l'économie des superlatifs. Vous avez parlé de plan de crise pour sauver un trésor national et affirmé vouloir donner un signe inédit de confiance du gouvernement envers l'hôpital public. Nous espérions qu'enfin, vous aviez compris qu'il fallait stopper la réduction des dépenses publiques. Mais nous avons vite déchanté. En définitive, il s'agissait plus de tenter d'endiguer le mouvement social en lâchant un peu de lest que d'apporter les réponses et les crédits à la hauteur des défis et des revendications claires et justifiées des personnels. Vous annoncez une augmentation des crédits de l'hôpital de 300 millions d'euros en 2020 sur un budget de 80 milliards,
alors que les organisations syndicales estiment les besoins à 5 milliards d'euros par an. Même la Fédération hospitalière de France réclame 1 milliard d'euros par an pour réinvestir. En définitive, les économies que vous avez prévues sur le dos de l'hôpital public seront juste un peu moins élevées. Mais de l'argent en plus, il n'y en a pas. Vous annoncez une prime de 800 € annuels, soit 66 € par mois, pour les infirmières et infirmiers, ainsi que pour les aides-soignantes et les aides-soignants gagnant moins de 1 900 €. Madame la ministre, prime ne vaut pas salaire. Les collectifs interurgences exigent 300 € de revalorisation salariale par mois pour tous les personnels médicaux et paramédicaux. Vous avez préféré cibler les personnels d'Île-de-France, alors que l'ensemble du territoire est concerné, tentant d'un même mouvement de diviser les personnels entre eux. Enfin, la reprise de 10 milliards d'euros de la dette des hôpitaux est suspendue à une nouvelle loi qui en fixera les conditions. Mais l'essentiel est déjà connu. Les établissements devront solliciter une demande de reprise partielle de dette qui se fera en échange d'un engagement contractuel avec l'État. Vous appliquez la stratégie que le FMI applique aux pays en crise. Annulation partielle de dette en échange d'une politique d'austérité en lieu et place d'un vaste plan d'investissement pourtant indispensable. Pourtant, tous les signaux sont au rouge. En France, 6 hôpitaux sur 10 sont désormais en déficit. Et un tiers des établissements publics sont désormais en situation de surendettement, d'après la Cour des comptes. Faut-il s'étonner de l'ampleur du mécontentement, et particulièrement du 14 novembre dernier? Je pourrais vous parler de ma région, des centaines de personnels en grève ou mobilisés au centre hospitalier de Douai, comme à celui de Tourcoing, de Valenciennes, Lille, Seclin. Je pourrais vous parler de celui de Lens, où les urgences sont en grève depuis des semaines, de beaucoup d'autres encore. Partout la même colère et les mêmes revendications auxquelles votre plan ne répond pas. Des moyens supplémentaires pour ouvrir des lits, embaucher du personnel et revaloriser les salaires. Vous préférez continuer à faire des cadeaux aux plus riches et faire peser l'austérité sur les plus fragiles. Qu'il s'agisse de la désindexation des pensions de retraite et des prestations familiales, de la suppression des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses, par exemple, ou de l'absence de mesures pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile, votre obstination ne fait que réduire le pouvoir d'achat du plus grand nombre. Madame la ministre, nous vous appelons à tenir compte des propositions alternatives que nous avons construites avec nos collègues députés du groupe GDR, pour en faire une proposition de loi, mesure d'urgence pour la santé et les hôpitaux. Nous l'avons déposée en septembre à votre ministère et remise en main propre par ma collègue Laurence Cohen, lors de notre audition par la Commission des affaires sociales. Si vous aviez pris le temps de la lire, vous auriez vu y figurer des propositions qui sont aujourd'hui les principaux sujets de revendication des personnels mobilisés, comme l'augmentation du budget de la santé à hauteur de l'évolution naturelle des dépenses, la suppression de la taxe sur les salaires ou l'instauration d'un moratoire contre les fermetures de lits, services et établissements et la redéfinition des missions des hôpitaux de proximité. Madame la ministre, écoutez les personnels qui se mobilisent comme la représentation parlementaire, quand bien même elle est dans l'opposition. Cela vous éviterait de défendre un PLFSS caduc, car en dehors de la vraie vie. Je vous remercie. Merci. Donc la parole est à Madame Colette Mélot pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis pour examiner en nouvelle lecture le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, après avoir rejeté le texte en première lecture dans l'attente des annonces du gouvernement en faveur de l'hôpital public. Ce plan d'urgence, annoncé le 20 novembre dernier, marque un effort particulier pour aider le secteur hospitalier à se remettre à flot. Il ne s'agit pas, comme certains le diront, de mesures anecdotiques ou d'un simple saupoudrage,
mais d'un engagement fort du Gouvernement qui démontre sa capacité d'écoute et de réactivité. Parmi ces engagements, la reprise d'un tiers de la dette du secteur représente un allègement de 10 milliards d'euros sur 3 ans dans le budget des hôpitaux. Pour faciliter les carrières du personnel soignant et renforcer l'attractivité de ces métiers essentiels que sont le métier d'infirmier et celui d'aide-soignant, le Gouvernement prévoit une revalorisation des rémunérations et du cadre de travail. La prime d'exercice territorial sera revalorisée et étendue et le personnel hospitalier travaillant en région parisienne bénéficiera d'une nouvelle prime annuelle. Dans l'idéal, cette prime devrait pouvoir profiter à l'ensemble des soignants en tout point du territoire, mais nous sommes conscients des contraintes budgétaires qui obligent à ces arbitrages. D'autres mesures suivront pour réformer le statut du médecin à l'hôpital et moderniser la gouvernance hospitalière. Nous soutiendrons l'amendement du Gouvernement visant à encadrer le travail intérimaire et renforcer le contrôle des rémunérations et du temps de travail. L'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, inscrit à l'article 59 du présent texte, est relevé à hauteur de 2,45% pour 2020. Cela représente une rallonge budgétaire de 300 millions d'euros dès l'année prochaine pour les établissements de santé. Suivront d'autres moyens, échelonnés sur 3 ans pour un total de 1,5 milliard d'euros. En complément, 150 millions seront alloués directement aux équipes soignantes pour financer les dépenses courantes comme l'achat de nouveaux matériels. Nous l'avions dit en première lecture, notre groupe soutient le projet de loi du Gouvernement et les nombreuses avancées qu'il contient. Madame la ministre, nous comprenons votre choix de faire porter à la sécurité sociale le poids des mesures sociales mises en œuvre par l'État. Il fallait apporter des réponses d'urgence et de moyen terme pour apaiser les tensions qui traversaient notre pays, sans pour autant pénaliser la France au regard de ses engagements européens. Notre seul désaveu serait votre choix de reproduire en 2020 la sous-revalorisation des prestations sociales à hauteur de 0,3% de l'inflation. Les plus faibles retraites sont épargnées, mais le pouvoir d'achat des ménages les plus fragiles et des classes moyennes est pénalisé, et nous le regrettons. Le projet de loi de financement de l'année prochaine prévoit des avancées importantes en 2020 dont les maîtres mots seraient valorisation du travail, justice sociale et accès aux soins. L'indemnisation du congé de proche aidant à l'article 45 permettra aux salariés sans condition d'ancienneté de consacrer 3 mois à leurs proches sur l'ensemble de leur carrière. Il s'agit d'une deuxième étape importante après celle de la création de ce congé en application de la loi du 28 décembre 2015. 8 millions de personnes en France pourraient en bénéficier. Nous ne pouvons que saluer la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des maladies professionnelles liées à l'utilisation de produits phytosanitaires prévus à l'article 46. Nous sommes favorables à une couverture la plus complète possible des victimes. Notre groupe est particulièrement sensible aux dispositions prises par le Gouvernement pour lutter contre les pénuries de médicaments. Nous avons initié une mission d'information à ce sujet en juillet 2018 à la demande de mon collègue Jean-Pierre Decool, en constatant que la France était exposée à des ruptures de plus en plus fréquentes et dommageables pour la santé des patients. L'article 34 prévoit notamment des obligations de stock sur le continent européen pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. L'Agence nationale de sécurité du médicament a recensé 538 signalements sur ces médicaments contre seulement 44 en 2008. Il est important de maintenir ces obligations de stock sur l'ensemble de ces médicaments et non uniquement sur ceux ne présentant pas d'alternative thérapeutique pour permettre aux médecins de prescrire librement le remède le plus adapté à son patient. Parmi les mesures importantes du texte, je citerai également la réforme du financement de la psychiatrie et des hôpitaux de proximité, la prise en charge des cotisations sociales les 2 premières années d'exercice pour les jeunes médecins s'installant en zone sous-dense, la création d'un droit au transport et à l'hébergement pour les femmes enceintes les plus éloignées des maternités. Ces mesures contribueront à réduire les inégalités territoriales d'accès à la santé et aux soins. Nous redéposerons les amendements proposés en première lecture
dont 4 amendements adoptés dans notre hémicycle en faveur des pompiers volontaires, des revenus des agriculteurs et de l'encadrement des pratiques de remboursement différencié. Par contre, nous réservons notre vote final en fonction de l'issue des discussions. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Alain Milon pour 12 minutes. Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de revenir quelques instants sur nos débats lors de la première lecture de ce PLFSS que je pourrais qualifier de grand guignolesque si les conditions de son examen n'étaient pas si graves pour nos institutions. Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, je tiens à vous dire solennellement, de tous les PLFSS que j'ai pu examiner, ce qui représente quelques millésimes déjà et malheureusement pour moi, jamais je n'ai ressenti, un tel mépris pour la représentation nationale. Le gouvernement a en effet cherché à donner un rôle totalement factice au Sénat, le laissant délibérer sur un texte qui était frappé d'emblée de caducité et d'insincérité. Je réitère la mise en garde que j'avais faite lors de mon intervention en première lecture. À trop vouloir se passer du Parlement et des corps intermédiaires, le gouvernement se trouvera seul face aux mouvements sociaux en cours ou à venir, un face-à-face dangereux, soumis au risque des mouvements de la rue, pouvant conduire à la paralysie et à l'abandon des réformes, mais peut-être pire encore. Or, nous savons tous que notre pays a besoin de réformes. Et malheureusement, plus nous avançons dans le quinquennat, plus les réformes structurelles s'éloignent. J'en viens au projet de loi de financement de la sécurité sociale tel qu'il a été modifié par les députés et le gouvernement. Je fais 3 constats. La non-compensation par l'État de la perte de recettes pour le budget de la sécurité sociale est toujours là. Le plan d'austérité envers notamment les retraités, les familles et le secteur de la santé est toujours d'actualité. Et enfin, l'inaction du gouvernement pour agir sur le déficit de la branche vieillesse se poursuit. Premier constat, la non-compensation par l'État des recettes supprimées du fait des mesures prises en réponse au mouvement des Gilets jaunes est confirmée. Nous pensons que cette disposition marque une rupture dans le pacte d'autonomie de la sécurité sociale. L'instauration de ce que j'appelle la bercysation du financement de la sécurité sociale est une atteinte directe à notre modèle social. En effet, le principe fondateur de notre protection sociale, selon lequel chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, reste complètement d'actualité. Et nous voyons bien que ces milliards d'euros manquent cruellement au budget de la sécurité sociale au moment où il serait nécessaire de donner un nouveau souffle à l'hôpital. J'y reviendrai dans quelques instants. Deuxième constat, cette situation de déficit organisé par le gouvernement entraîne un maintien plus que contestable d'un plan d'austérité illustré par plusieurs mesures. Je pense tout d'abord à la non-revalorisation des pensions à hauteur de l'inflation qui entraînera une nouvelle baisse du pouvoir d'achat pour une partie des retraités. Cette mesure est d'autant plus critiquable qu'elle s'avère même fragile au regard du principe constitutionnel d'égalité, comme l'a souligné notre collègue René-Paul Savary dans son rapport. Elle conduit en effet un assuré au revenu du capital important mais à la pension faible à bénéficier d'une revalorisation sur l'inflation, alors qu'un autre assuré dont les revenus globaux peuvent être moins importants mais dont la pension est supérieure à 2 000 € ne voit sa pension revalorisée que de 0,3 %. Nous pensons que la question de la rupture d'égalité au regard du principe contributif se pose. Par ailleurs, la confirmation de la sous-indexation des prestations familiales met à mal une nouvelle fois la politique familiale. Alors que la situation financière de la branche s'est améliorée depuis 2018, il est injuste que les familles subissent davantage des mesures pénalisantes pour leur pouvoir d'achat. Je vous rappelle, mes chers collègues, que depuis 2014, les familles ont subi la modulation des allocations familiales dont l'effet cumulé depuis 2014 s'élève à 3,4 milliards d'euros. La suppression du complément de libre choix d'activité majorée qui représente 490 millions d'euros non perçus entre 2014 et 2019.
la modulation de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE, dont l'effet cumulé depuis 2014 s'élève à 870 millions d'euros, l'alignement du montant et du plafond de l'allocation de base sur le complément familial, qui représente 260 millions entre 2018 et 2019. L'accumulation de ces mesures fait perdre à la branche famille son rôle essentiel de compensation des charges de famille. Certes, le gouvernement actuel n'est pas à l'origine de toutes ces mesures, mais il n'a pas renoncé à l'héritage et n'a fait que poursuivre la casse de la politique familiale. La majorité sénatoriale ne cesse de le rappeler, il est temps de mettre fin à ces mesures d'économie faites sur le dos des familles. Comme le souligne notre collègue Élisabeth Doineau dans son rapport, il est temps de redonner les moyens de relancer une politique familiale ambitieuse, au regard notamment de la baisse de 8,5% en 10 ans du nombre des naissances. Il nous semble indispensable de changer de politique dans ce domaine. Quant au secteur de la santé, notre collègue Catherine Deroche l'a très bien exprimé en première lecture. Si nous reconnaissons dans ce PLFSS des avancées que nous soutiendrons, il nous laisse cependant un goût d'inachevé au regard des enjeux inédits auxquels fait face notre système de santé. Nous considérons que la réponse à la crise de l'hôpital n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Depuis 6 mois, que fait le gouvernement pour l'hôpital? Il va de plan d'urgence en plan d'urgence. Un premier plan pour les urgences en juin dernier, avec à la clé 70 millions d'euros sous forme de primes. Puis en septembre, un nouveau plan, cette fois-ci à 750 millions d'euros, mais sur 3 ans. À chaque fois, ces plans, ceux-là, sont financés par un redéploiement de crédits. Enfin, un troisième plan de soutien. Cette fois-ci, le montant annoncé est de 1,5 milliard d'euros sur 3 ans, mais seulement 300 millions pour 2020. Ce plan ne nous apparaît pas à la hauteur des enjeux. Ces 300 millions d'euros sont à mettre en perspective des 800 millions d'euros d'économies à réaliser par les hôpitaux. Alors que le Sénat avait proposé des recettes nouvelles dans le cadre de la première lecture pour la branche maladie, ces 300 millions d'euros sont financés par de la dette. Quant à la reprise du tiers de la dette des hôpitaux, elle doit permettre à ces derniers de réduire leur déficit et de retrouver rapidement les moyens d'investir. Mais qui décidera de ces investissements? Les professionnels de santé attendaient un plan de sauvetage. Or, les revalorisations se sont transformées en primes ponctuelles soumises à conditions. Qui plus est, ces primes ne seront pas destinées à l'ensemble des personnels hospitaliers, puisque pour certaines d'entre elles, seuls les personnels de certains départements franciliens seront concernés. Nous estimons qu'opposer les territoires n'est pas une bonne politique. À passer le budget des hôpitaux sous la toise, à grand renfort de mesures de régulation pour tenir l'Ondam, tout le système craque. Il faut réarmer l'hôpital. Le gouvernement ne fait pas complètement ce choix. À long terme, nous savons que les besoins de financement des hôpitaux vont s'accroître, car ils sont confrontés, tout le monde le sait, à une hausse structurelle de leurs dépenses liée à l'évolution démographique et au vieillissement, à l'innovation médicale ainsi qu'aux attentes des patients. Nous ne pouvons donc pas considérer les annonces faites par le Premier ministre comme des mesures d'ampleur. Elles n'ont d'ailleurs pas rassuré les professionnels de santé. Nous considérons désormais que sans une réforme systémique, les PLFSS se suivront à l'identique au désespoir des soignants et des soignés. Réformer l'hôpital est selon nous possible, mais il faut faire preuve d'audace et je veux bien vous livrer à votre réflexion quelques pistes que nous proposons. Nous pensons qu'il faut redonner leur autonomie aux hôpitaux. Nous pensons qu'il faut débureaucratiser l'hôpital et rendre le pouvoir à ceux qui soignent. Réformer, c'est aussi accepter de donner une juste rémunération au personnel pour rendre réellement les métiers attractifs. C'est également régionaliser l'organisation de la santé pour y impliquer les collectivités locales et se rapprocher des besoins de terrain. Je termine mon intervention par un troisième constat. Ce PLFSS traduit l'inaction du gouvernement par rapport au déficit des régimes de retraite. Il faut en effet agir sans attendre une réforme systémique qui peut-être ne viendra pas. Au motif de l'injustice des régimes spéciaux, le gouvernement s'est lancé dans une vaste entreprise qui pourrait conduire à réformer tout le reste en laissant de côté ces mêmes régimes qui ne rentreraient qu'un jour, peut-être, dans le système universel. Ces derniers jours, le gouvernement a renoncé à la fameuse clause du grand-père,
au profit d'une adaptation de la réforme des retraites secteur par secteur. Cela revient donc à conserver les inégalités qu'il s'agissait de supprimer. Et en outre, alors que ce PLFSS présente une forte dégradation du solde de la branche vieillesse pour la période 2020-2023, la seule réponse proposée, cette année encore, est de sous-revaloriser les pensions. Depuis plusieurs années, la majorité sénatoriale plaide pour un relèvement progressif de l'âge minimum de légal, seul à même de rétablir la trajectoire financière positive pour la décennie 2020. Si rien n'est fait, les retraités actuels continueront à voir leur pension diminuer et les futurs retraités auront des retraites beaucoup plus faibles. Cette paupérisation des retraités, nous n'en voulons pas. Nous pensons que les Français sont prêts à entendre un discours de vérité. En revanche, la cacophonie actuelle du gouvernement ne fait que les angoisser. En conclusion, le groupe Les Républicains adoptera un texte amendé dans le but de donner plus de pouvoir d'achat aux retraités et aux familles et s'opposera à l'Ondam qu'il considère sous-dimensionné par rapport aux besoins de l'hôpital. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, la parole est maintenant à Monsieur Yves Daudigny pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues, où en sommes-nous aujourd'hui de la déstructuration de la sécurité sociale? L'automne 2018 annonçait un hiver 2019-2020 plein d'espoir, fondé sur un équilibre retrouvé. Et même si l'ombre de Bercy couvrait les excédents à venir, les plus optimistes rêvaient de crédits nouveaux, renforçant Ma Santé 2022, apportant des remèdes solides à la crise de l'hôpital public, amorçant une grande loi de l'autonomie. Automne 2019, une révolte sociale non maîtrisée, une conjoncture moins favorable qu'envisagée, et surtout des choix politiques assumant une vision régressive de la sécurité sociale conduisent à une loi de financement pour 2020 qui creuse ce que j'appelle moi un trou politique de la sécurité sociale, qui baisse le pouvoir d'achat des familles et d'une partie des retraités, qui ignore, sinon méprise, les forces intermédiaires de la démocratie, syndicale et parlementaire, provoquant dans notre chambre haute un véritable gâchis, l'arrêt de l'examen des articles, qui amène la présentation, je la qualifierais de lyrique, après l'annonce du président de la République, d'un plan hôpital public loin de l'attente des acteurs des établissements. J'insisterai sur 2 points. La non-compensation des exonérations de cotisations par le budget de l'État n'est pas un simple acte technique. Comment ne pas voir dans le déficit ainsi créé la justification, aujourd'hui ou demain, d'une maîtrise brutale des dépenses de protection sociale? Comment ne pas voir dans la baisse des recettes qu'amplifie le transfert à l'assurance maladie du financement de 2 agences nationales le moyen de forcer celle des dépenses? Mais plus grave est la rupture du contrat social de 1944. Un changement complet de philosophie de la Sécu qui ne doit pas, je l'ai souvent dit, évoluer vers une institution à l'anglo-saxonne d'assistance aux plus défavorisés. Ceci détruirait un pilier de solidarisation de la société et une source de démocratie sociale. La détermination des collectifs interblocs, interurgences et interhôpitaux, des associations, des organisations syndicales, médicales et paramédicales à poursuivre ensemble leur mobilisation ce samedi marque la forte déception ressentie le 17 novembre. Parce que les revalorisations salariales sont très en deçà des attentes. Alors une distribution de primes, surtout francilienne, sans augmentation du point d'indice, l'une des principales revendications des infirmiers et des aides-soignantes dont le salaire, nous le savons, sont parmi les plus bas de l'Union européenne. Parce qu'il n'y a pas de volonté affirmée d'arrêt des fermetures de lits, et nous le savons, en une vingtaine d'années, 100 000 lits ont été supprimés aux grandes dames des urgentistes qui dénoncent le manque de place pour hospitaliser leurs patients.
parce qu'il n'y a pas de volonté exprimée d'augmentation des effectifs face à la surcharge de travail devenue la norme et reconnue même au plus haut niveau de l'État. Parce que les moyens financiers nouveaux sont hors de toute dimension historique, pourtant affirmée. Alors l'Ordam est en hausse, alors c'est une hausse cumulée, moi je dirais une hausse trompe-l'œil, de 1,5 milliard sur 3 ans. En fait, il passera, l'Ondam général, de plus 2,5 en 2019 à plus 2,45 en 2020. Et monsieur le rapporteur général parlait de chiffres, le sous-objectif établissement de santé progressa de 84,2 milliards en première lecture à 84,4 milliards, ce qui n'engage aucun rattrapage des tours de vis répétés depuis tant d'années. Et quand je dis ça, j'assume, et nous y reviendrons peut-être, la période 2012-2017, où au moins les comptes ont été rétablis. Parce que, aussi, l'ampleur du décrochage de la psychiatrie publique est ignorée dans les mesures annoncées. La reprise de la dette, Madame la Ministre, va dans le bon sens, mais s'arrête en chemin. Et elle devra surtout ne pas s'accompagner de mécanismes austéritaires. Et enfin, il est urgent de poser la question de la place de l'hôpital, de ses missions, des valeurs, du sens que nous voulons voir appliqués dans notre système public hospitalier quand la médecine connaît des bouleversements majeurs. Simone Veil déclarait dans cet hémicycle le 8 juin 1994, je la cite, « Gardons-nous d'oublier notre bien commun qu'est la sécurité sociale. Gardons-nous de l'appréhender seulement sous l'angle des charges et des déficits. La sécurité sociale, c'est d'abord un immense progrès social et le plus puissant facteur de cohésion sociale qui existe en France, que nous avons le devoir de préserver pour les générations futures. » Et pour terminer, en quelques secondes, je donne la parole à une infirmière du département donc, de région parisienne qui répond sur ces conditions de travail, et je la cite, « Ce qu'on nous fait vivre, ce qu'on nous fait faire est inhumain et finit par nous rendre inhumains. » Je vous remercie. Merci. Donc la parole est maintenant à Madame Véronique Guillotin pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Après une première lecture dont la fin a été précipitée dans l'attente des annonces gouvernementales, nous voici réunis pour examiner le projet de loi en deuxième lecture. Ce PLFSS, et je vais commencer par là, fait émerger de bonnes mesures. Certains risques seront mieux protégés avec la création d'un congé de proche aidant, la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de maladies liées aux pesticides ou encore d'un service public de versement des pensions alimentaires. C'est aussi 500 millions d'euros qui seront dégagés pour le grand âge et l'autonomie. Des nouveaux financements combinés interviendront pour les hôpitaux. Un forfait de soins post-chirurgie de cancer à hauteur de 10 millions d'euros est instauré. On pourrait aussi évoquer les efforts sur la psychiatrie et les SSR qui étaient nécessaires. Et nous nous félicitons enfin de la reprise par les députés de certains amendements sénatoriaux, dont celui que j'ai porté sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans les ESAT. S'agissant des mesures du plan hôpital, vous avez annoncé 1,5 milliard d'euros supplémentaires sur 3 ans, la reprise du tiers de la dette à hauteur de 10 milliards d'euros et une série de primes nouvelles pour certains soignants. Concernant la reprise de la dette, qui a été bien reçue par les établissements, des interrogations toutefois persistent, en particulier concernant les hôpitaux qui vont en bénéficier. Cette reprise partielle, et c'est une crainte, ne risque-t-elle pas de remplacer certaines subventions lors des opérations d'investissement? Un éclaircissement sur ce point, Madame la Ministre, serait le bienvenu. Ce plan complété de la mesure de pluriannualité des financements, tant attendue par les professionnels et saluée par les établissements hospitaliers publics qui retrouvent des marges de manœuvre permettant d'améliorer le quotidien des soignants et des patients, on doit le saluer. Toutefois, une incompréhension a émergé au sein des établissements privés à but non lucratif qui réalisent pour la plupart d'entre eux des missions de service public. Sur certains territoires éloignés des CHU, ils peuvent même être les seuls établissements à porter une offre de soins et à la structurer.
Comme leurs homologues du secteur public, ils font face à des baisses considérables de tarifs depuis de trop nombreuses années, tout en ayant des charges plus élevées. Je donnerai un simple exemple. Une prime de 100 € au personnel coûte 146 € à l'hôpital public, quand il en coûte 201 à un ESPIC. Madame la ministre, ces nouvelles mesures n'auraient-elles pas pu être et profiter à toutes les filières de soins qui concourent à une mission d'intérêt général? Venons-en aux primes. Et concernant la prime de 800 €, elle est effectivement bienvenue pour les personnels qui vont la recevoir. Elle me paraît toutefois inéquitable. Il me paraît inéquitable de la limiter aux seuls soignants des hôpitaux de Paris et de la Petite Couronne. Je vais m'en expliquer. D'autres régions font face à de fortes pénuries de personnel et aussi à un coût de la vie élevé. J'en donnerai qu'un exemple, celui des zones frontalières que je connais bien et qui pâtissent d'un différentiel important de salaire, notamment pour les professions paramédicales. Quand le salaire d'une infirmière en France est de 1 700 €, il est de 3 200 € au Luxembourg, à ancienneté et à compétences égales. Ainsi, nos professionnels que nous formons en France sont aspirés vers les pays voisins. Et pour donner encore un exemple un peu plus centré, certains EHPAD du nord de la Lorraine fonctionnent aujourd'hui avec 0 CDI d'infirmiers, et c'est une réalité. 0 CDI d'infirmiers dans certaines EHPAD et uniquement des intérims. L'intérim, justement, un problème qu'il nous faut absolument résoudre, et je vous sais combatif sur le sujet. Sa facture est évaluée à 500 millions € par an. C'est en quelque sorte l'équivalent d'une centaine de milliers de postes infirmiers. Vous avez pris, Madame la Ministre, une mesure de plafonnement de la rémunération. Mais aujourd'hui, faute d'application uniforme de ce décret, malheureusement, les établissements qui ont tenté de s'y conformer s'en sont trouvés pénalisés. Au CHRU de Nancy, par exemple, dans la semaine suivant l'application du décret, plus aucun intérimaire n'a accepté de revenir. Certaines opérations ont dû être reportées avec les risques que cela fait peser, nous le savons bien, sur la santé des patients. C'est certes un problème, et je ne jette pas la pierre, qui est complexe, et je le conçois. Tout cet argent dépensé dans l'intérim ne pourrait-il pas utiliser de meilleure manière et sur une revalorisation éventuellement de salaire? Vous avez fait des propositions. Quelles autres propositions pouvez-vous faire pour améliorer cette situation si difficile? Tant que nous n'aurons pas agi structurellement, et c'est un avis personnel sur le niveau de salaire, il sera difficile de redonner de l'attractivité aux professionnels de santé dont la profession demande de la rigueur, de l'exigence et dont nous avons tant besoin. La revalorisation par prime est la bienvenue, mais ne devrait être qu'une étape vers une revalorisation des salaires. La France est 26e sur 29 des pays de l'OCDE concernant les salaires des infirmières. On pourrait également parler des salaires des praticiens hospitaliers ou du tarif de la consultation des médecins. Toutefois, la situation, et je tiens à le dire ici, ne date pas d'hier. Qui pourrait affirmer ici pouvoir réparer sur un seul budget des décennies d'errement, de manque d'anticipation, des années de tarification à l'activité, des années de baisse des tarifs et de non-revalorisation des salaires? Rappelons que l'Ondam, désormais à 2,4% pour 2020, était à 1,7% en 2016. Nous sommes arrivés effectivement et nous partageons au bout d'un ce système qui demande toujours plus d'économies au secteur, et il est salutaire que le gouvernement n'ait pris la mesure. La transformation du système de santé engagé doit participer à moyen et long terme à l'amélioration de la situation. Si le PLFSS, enrichi des mesures du plan hôpital, ne résoudra pas tout d'un coup de baguette magique, la crise que nous traversons, il en constitue une première réponse et nous la saluons. Nous réservons notre vote final à l'issue et en fonction des débats. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Martin Lévrier pour 7 minutes. C'est bon. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas salué. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la nouvelle lecture du PLFSS 2020 se déroule dans un contexte un peu particulier. Alors que le Président de la République s'exprimait à Épernay sur la problématique de l'hôpital, notre Chambre a brutalement décidé d'abréger, jeudi 14 novembre, la discussion sur le texte, protestant contre ce qu'une partie de ses membres considérait être un mépris de l'exécutif envers le Parlement. Mes chers collègues, que fallait-il faire? La situation actuelle est un bien triste héritage. Depuis plus de 15 ans, plusieurs réformes ont profondément affecté le personnel en charge des patients. Droit des malades, réforme de simplification, grand plan hôpitaux, loi de modernisation, et je ne parle pas de l'application des 35 heures sans contrepartie.
Un malaise s'est depuis installé chez l'ensemble des personnels hospitaliers. Leur ras-le-bol s'est exprimé cette année. Mes chers collègues, que fallait-il faire? Ignorer la pression budgétaire à laquelle l'hôpital public doit faire face depuis des années? Ignorer le malaise qui couvait à l'hôpital public et qui a pris ces derniers mois une ampleur nouvelle? Masquer le déficit d'investissement qui oblige à une vision court-termiste? Négliger le personnel? Nous leur devons tellement. Nous avons eu l'occasion de dire les difficultés que traverse l'hôpital public et nous les partageons tous. Pour y répondre, les nécessaires mesures structurantes ont été prises avec ma stratégie, Ma Santé 2022. Cependant, les dernières mobilisations ont montré l'épuisement, voire la colère de ceux qui y travaillent quotidiennement. Répondre à l'important ne suffisait pas, il fallait répondre à l'urgent immédiatement. Le président de la République, reprenant vos propos, Madame la Ministre, a rappelé que nous devions entendre le besoin exprimé par les personnels hospitaliers afin d'accompagner leurs efforts et poursuivre la transformation. Et, à Épernay, il vous a demandé formellement d'en accélérer la mise en œuvre sous l'autorité du Premier ministre. Présentés la semaine passée, ces travaux comportent une série de mesures visant à investir dans l'hôpital et à soutenir la transformation initiée par le plan Ma Santé 2022. Ces mesures s'articulent autour de 3 axes principaux. Premièrement, restaurer l'attractivité des métiers des soignants. Cela passe par un meilleur accompagnement du personnel pour restaurer la capacité des hôpitaux à recruter en début de carrière. Une meilleure revalorisation. Les aides-soignants, par exemple, auront la possibilité d'accéder à la catégorie B de la fonction publique en fin de carrière. Ou encore par le versement de 3 sortes de primes. Une prime territoriale de 800 € attribuée au personnel hospitalier de la région parisienne, où recruter est un souci majeur. Une prime sectorielle pour le personnel hospitalier qui exerce dans les services de gériatrie. Ou encore une prime managériale d'en moyenne 300 € par personne et par an, réservée à du personnel qui s'investira sur des actes spécifiques. Deuxièmement, remettre tous les soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants au cœur de la gouvernance des hôpitaux. Pour accélérer la transformation entreprise avec le plan Ma Santé 2022, vous avez proposé, Madame la Ministre, de renforcer et valoriser le management de proximité. Par exemple, les médecins pourront devenir directeurs d'hôpitaux. Vous proposez également de simplifier le fonctionnement. C'est le cas, par exemple, des formalités de recrutement ou des protocoles de coopération décentralisés. Enfin, troisièmement, réinvestir l'hôpital public en lui donnant des moyens nouveaux et de la visibilité dans le temps. J'en retiens 3 mesures. La hausse des tarifs hospitaliers d'au moins 0,2 % par an jusqu'à la fin du quinquennat. Pour rappel, mes chers collègues, l'inversement de la courbe s'est fait en 2019, mettant fin à 10 années de baisse successives. L'investissement courant. Les hôpitaux pourront acheter le matériel indispensable pour le travail des soignants au quotidien. Et l'investissement à long terme, avec la reprise d'un tiers de la dette des hôpitaux, soit 10 milliards. Ce sera une bouffée d'oxygène énorme pour investir, monter des projets, mais aussi pour apurer. Cependant, cette reprise ne doit pas être une prime aux mauvais gestionnaires et nous devrons nous en assurer. L'Assemblée nationale a intégré ces propositions au PLFSS 2020 et elles ont eu pour effet, premièrement, d'augmenter l'Ondam de 300 millions d'euros, c'est-à-dire plus de 2,45 % par rapport à 2019, dont plus 2,4 pour l'Ondam hospitalier. Cet effort supplémentaire atteindra les 1,5 milliard d'euros à la fin du quinquennat. Deuxièmement, de flécher 150 millions vers l'investissement courant en 2020 afin de répondre aux besoins actuels les plus forts. Cet effort sera reconduit en 2021 et 2022. Troisièmement, de réviser les tableaux récapitulatifs pour 2020 et d'adapter la trajectoire quadriennale de la sécurité sociale. Ces ajouts viennent conforter le texte initial présenté à notre Chambre il y a 3 semaines et dont je me dois de rappeler les mesures phares qui répondent à un double objectif, réduction des impôts et justice sociale. Il est axé sur la récompense du travail, avec la poursuite de l'exonération des cotisations sociales et sur les heures supplémentaires, la protection des plus fragiles, avec la pérennisation de la revalorisation de la prime d'activité,
de plus de 90 € en janvier 2019, la revalorisation de l'AAH et du minimum vieillesse, la lutte contre la perte d'autonomie, avec l'article 45 qui met en place un congé indemnisé de proches aidants, la lutte contre les inégalités du destin, à l'instar de l'article 40 qui prévoit le remboursement d'un forfait pour l'accompagnement des patients après un cancer, l'amélioration des prises en charge et de l'accès aux soins dans tous les territoires. Je pense notamment à l'article 37 qui met en place un forfait transport-hébergement pour les femmes enceintes qui résident à plus de 45 minutes d'une maternité. Voilà, mes chers collègues, quelques-unes des grandes avancées de ce PLFSS 2020. Un texte qui trace des perspectives d'avenir, qui trace la voie du progrès social, qui rétablit la justice sociale, qui investit dans son système de santé au bénéfice des patients et du personnel soignant, qui répond à l'urgent sans remettre en cause l'important. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, la parole est maintenant à Madame Jocelyne Guidez. Pour Monsieur le Président, Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, l'examen du PLFSS pour 2020 marquera les esprits durablement. Malheureusement, pas en raison des mesures particulièrement importantes ou structurantes, mais plutôt du fait des conditions de son examen. D'abord sur la forme. Le mouvement de grève des urgences a débuté le 18 mars dernier. Il trouve désormais un retentissement dans l'ensemble de notre système hospitalier. À l'origine du mouvement, plusieurs agressions des personnels de l'hôpital Saint-Antoine. Ces tensions se faisaient entendre au second trimestre de cette année, c'est-à-dire au moment où le gouvernement commence à penser les grands équilibres du PLFSS. Mais force est de constater que malgré cette crise, le gouvernement construisait un sous-Ondam hospitalier inférieur au sous-Ondam de ville. Dès lors, ce PLFSS ne pouvait ni apaiser les professionnels hospitaliers, ni rassurer les parlementaires, et singulièrement les sénateurs qui alertaient depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Reconnaissons qu'entre-temps, le gouvernement ne restait pas sans agir. Il proposait en juin 70 millions d'euros pour les urgences, puis en septembre 750 millions d'euros pour tout l'hôpital. Malheureusement, cela s'avérait insuffisant pour répondre à la situation. S'il faut saluer la réponse du président de la République aux manifestations, il est regrettable que l'entière mesure de la situation n'ait pas été prise préalablement. En effet, cela a obligé le gouvernement à réévaluer l'Ondam pendant l'examen au Sénat du PLFSS, tout en nous demandant d'adopter un texte manifestement insincère. C'est la raison pour laquelle nous étions dans notre bon droit de rejeter ce texte il y a 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes absolument dans notre rôle et nous ne pouvions pas nous soustraire à l'examen du budget de la sécurité sociale qui représente 522,1 milliards d'euros en adoptant une question préalable. Évidemment, les règles constitutionnelles, et en particulier celle de l'entonnoir, limitent à ce stade de la procédure notre pouvoir d'amendement. Mais je ne doute pas, mes chers collègues, que le texte que nous adopterons portera la marque du Sénat et quelques mesures symboliques que nous partageons. J'espère, Madame la Ministre, qu'en raison de cette situation d'examen très particulière, l'Assemblée nationale saura redoubler d'attention lorsqu'elle aura à juger en dernier mot des amendements que nous lui transmettrons. Nous comptons sur votre compréhension et votre bienveillance. Ensuite, sur le fond, ce PLFSS marquera les esprits puisque le gouvernement présente le principe de non-compensation comme étant la règle et non l'exception. En effet, le gouvernement le présente comme prédominant sur la loi Veil et sur la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Or, cette doctrine ne s'appuie pas que sur un simple rapport rendu au gouvernement il y a 1 an par messieurs Charpy et Dubertret. Vous conviendrez, mes chers collègues, qu'il apparaît inopportun, voire déplacé, de soutenir devant le législateur la suprématie d'un rapport sur la loi elle-même. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons l'amendement de notre rapporteur général visant à supprimer les non-compensations présentées dans ce PLFSS. Concernant l'Ondam, on en a beaucoup parlé. Je l'ai déjà évoqué précédemment, mais je prendrai tout de même quelques instants pour y revenir dans le détail. Le PLFSS initial présentait un sous-Ondam hospitalier inférieur au sous-Ondam de ville, alors que nos urgences et nos hôpitaux sont en grève depuis de longs mois. Cela constituait une première incompréhension. S'ajoutait le fait que l'Ondam était présenté comme étant à la hausse, ce qui est vrai. Mais les professionnels du secteur, parfois épuisés, relevaient surtout que même en progression, il restait bien inférieur à l'évolution tendancielle des dépenses.
Pour mémoire, entre 2012 et 2019, le tendanciel moyen des dépenses a été de 4,1 % lorsque l'Ondam progressait en moyenne de 2,31 %. Cela représente depuis 2012 un différentiel d'au moins 25,67 milliards et certainement beaucoup plus. Il est nécessaire de s'interroger longuement. Quels leviers financiers aurions-nous pu mobiliser pour que la progression de l'Ondam reste au niveau du tendanciel des dépenses? À cette question, et en maintenant notre organisation actuelle sans toucher à la répartition des soins, je pense que la réponse est bien maigre. Rappelons-nous, mes chers collègues, qu'avant la création de l'Ondam, notre système n'était plus tenable. Aujourd'hui, on constate durement que la gestion par l'Ondam ne peut pas, à elle seule, suffire au pilotage de notre système. Nous ne pourrons pas nous extraire de ce que soulignait notre collègue Olivier Henno en première lecture, et je le cite, « reporter les coûts de notre santé et de notre sécurité sociale sur d'autres générations et les financer par l'emprunt apparaîtront comme une aberration. Sans modifier profondément notre système de santé, limiter la progression de l'Ondam implique l'endettement direct des hôpitaux. » Le Premier ministre, à l'occasion de la présentation du plan hôpital, rappelait que l'investissement hospitalier a été divisé par 2 en 10 ans, alors que la dette des hôpitaux augmentait de 40 %. Un travail profond et difficile sur le métier. Il est primordial de revoir la gouvernance de l'hôpital, favoriser l'ambulatoire et réorienter notre médecine sur la prévention. Il est fondamental de regarder à l'extérieur de nos frontières. Un récent rapport de l'OCDE pointe les grands gagnants des systèmes de santé dans le monde. Certainement des sources d'inspiration importantes qui pourront guider les réflexions prochaines demandées par le gouvernement. Toutefois, dans les médias, nos équipes soignantes attendent des réponses massives. Si l'on peut reconnaître au gouvernement le mérite de ne pas mobiliser l'option du redéploiement de moyens, on peut s'interroger sur les annonces. Pourquoi ne pas injecter immédiatement l'essentiel des 1,5 milliard annoncés? 300 millions seulement pour l'an prochain, c'est avoir un Ondam hospitalier encore inférieur de 0,9 % par rapport à son tendanciel. Cela revient, dans le contexte actuel d'épuisement, à demander encore à l'hôpital de maintenir les efforts. C'est une nouvelle incompréhension. Concernant les revalorisations à 0,3 %, plutôt qu'au niveau de l'inflation des pensions de retraite et des prestations sociales, cela semble devenir un levier d'économie classique pour le gouvernement et nous le regrettons. Ainsi, nous soutiendrons l'amendement de notre rapporteur. Concernant le dispositif touchant les assistantes maternelles, nous nous réjouissons que la proposition de notre collègue rapporteure Élisabeth Doineau ait été reprise directement par l'Assemblée nationale. Concernant le fractionnement du congé de présence parentale, je proposais en première lecture de l'étendre aux 3 fonctions publiques et je suis satisfaite de constater que les députés l'ont adopté. Je présenterai simplement un amendement de précision juridique. En conclusion, le groupe Union centriste votera ce PLFSS tout en regrettant les conditions d'examen que nous avons connues cette année et que nous espérons ne plus connaître dans l'avenir. Je vous remercie. Merci. Donc la discussion générale est close. Ah pardon, Madame Corinne Ferré, oui, non, excusez-moi. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les sénateurs du groupe socialiste et républicain ont déploré que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, tel que présenté en première lecture, n'ait été ni réaliste ni sincère, dans tous les cas pas en mesure de répondre aux enjeux et aux besoins, en particulier de l'hôpital. Faute d'être entendu, suspendu à une éventuelle réaction gouvernementale, à une intervention présidentielle, nous avons été contraints de stopper ce qui s'apparentait à une mascarade de débat et donc de rejeter ce texte. Cette séquence très particulière a permis d'illustrer une fois de plus le manque de considération du gouvernement, non pas uniquement pour le Sénat, mais pour le Parlement dans son ensemble. Aujourd'hui, nous avons tous cette impression désagréable de revivre la situation de l'an dernier, quand l'exécutif avait opéré un revirement de dernière minute, cédé à des demandes que nous faisions nous-mêmes pourtant depuis plusieurs mois, et je pense notamment à celle relative à la CSG pour les retraités modestes. Cette année, nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur les dangers de la cure d'austérité imposée aux hôpitaux, en vain. Et nous nous retrouvons donc ce week-end pour débattre de mesures présentées par le gouvernement en urgence, quelques jours après la grande mobilisation du 14 novembre visant à défendre l'hôpital public et notre système de santé, 8 mois après le début de la grève des services d'urgence.
Votre nouveau plan, Madame la Ministre, votre nouveau plan pour l'hôpital public fait suite à une série d'annonces gouvernementales avec des enveloppes budgétaires associées, 70 puis 750 millions, on s'y perd dans les chiffres, montant déjà totalement déconnectés et insuffisants pour sauver l'hôpital. Nous souhaiterions, au-delà de toutes ces communications qui se suivent, parler des vrais sujets. Les retards d'investissement, la dégradation des conditions de travail et de prise en charge des patients, les problèmes de sous-effectifs et de sécurité dans les services, le manque de lits, la sous-rémunération des personnels soignants. Oui, revenons sur le fond de ce plan prétendument sans précédent historique. S'agissant du relèvement de l'Ondam, sans lequel rien n'est possible, il passe en réalité de 2,5% l'an dernier à 2,45% au final cette année. Et la preuve est faite, vous avez beau renoncer à 300 millions d'économies, il reste toujours une forte compression des dépenses de santé hospitalière. Sur les primes pour les soignants, il n'y en aura de toute évidence pas pour tout le monde. Primes pour les uns et pas pour les autres, sous prétexte qu'ils ne sont pas franciliens. Vous opposez Paris aux déserts médicaux français. À cet instant, toutes mes pensées vont au personnel et plus particulièrement aux infirmiers et aides-soignantes des hôpitaux de mon département, le Calvados, les hôpitaux de Falaise, de Bayeux, de Caen, de Lisieux, qui vivent certainement ceci comme une terrible injustice, qui, tout comme moi, ils feront probablement le constat que vos propositions ne répondent pas aux attentes en matière de reconnaissance du travail, de reconnaissance des métiers, de la pénibilité des tâches et plus globalement du problème d'attractivité des hôpitaux. Je rappelle que la première revendication de ces personnels, c'est d'être suffisamment nombreux pour pratiquer les soins, pour être en mesure de faire convenablement leur travail, de sauver les vies. Et qu'au final, trop de questions restent sans réponse. Quid des embauches, de l'arrêt de la fermeture de lits, de l'organisation territoriale des soins ou encore de la prise en charge spécifique de la perte d'autonomie. Rien, il n'y a rien de précis, sauf le terrible constat du démantèlement progressif de notre système de santé, de l'hôpital public en premier chef, et cela, nous ne l'acceptons pas. On l'aura compris, ce nouveau texte n'est pas beaucoup plus réaliste que le premier, et d'après ce que j'ai pu observer, il n'est pas de nature à faire retomber la mobilisation sociale. Décevant, il risque surtout d'attiser la colère, et il ne serait pas responsable d'en rester là. Écoutez-nous, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, nous, la représentation nationale, la voix des territoires. Comme il y a 15 jours, nous n'acceptons pas davantage le subterfuge de la non-compensation par l'État de la perte des recettes liées aux mesures consécutives à la crise des Gilets jaunes. Ceci en totale violation de la loi Veil de 1994. Les cotisations des Français sont là notamment pour garantir leur retraite, assurer leur santé et non pour pallier votre politique budgétaire défaillante. Comme il y a 15 jours, nous restons en désaccord profond avec toutes les mesures tendant à réduire le pouvoir d'achat des Français. Et je songe particulièrement à l'indexation de certaines retraites et prestations sociales. Le budget de la sécurité sociale traduit le niveau des droits sociaux que la nation accorde à ses concitoyens pour faire face aux aléas de l'existence. Le PLFSS pour 2020, s'il est voté en l'état, ne dérogera pas aux deux précédents. Il affaiblira notre système de santé, creusera les inégalités. C'est ça la réalité. Et nous battrons pendant ces 2 jours à venir pour faire valoir notre vision du pacte social républicain, vision différente de la vôtre. Bien, merci chers collègues pour cette dernière intervention. Donc cette fois-ci, la discussion générale est close. Voilà pour cette séance que vous avez pu suivre sur notre antenne. Pour plus d'informations, vous pouvez lire les articles de la rédaction sur notre site publicsena.fr. Les articles sont réactualisés en temps réel à l'occasion de l'examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale en nouvelle lecture. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.